La perle noire de Cocteau, seconde époque, de Joséphine Baker à Édith Piaf, l'apothéose et la chute du Nijinsky de la boxe. Chers amis, bonjour. Jean Cocteau désirait être aimé, aimé comme un petit enfant veut l'être, de manière absolue et salvatrice, disait Milorad, qui fut un proche du poète de 1955 à 1963. De la même façon, on peut dire que Hal Brown, dont l'enfance et l'adolescence furent très difficiles, voulait être aimé et protégé d'un monde impitoyable, surtout envers ceux qui n'empruntent pas la même route qu'eux. En parallèle de sa carrière sportive, Panama Hal Brown se produit dans le spectacle Revue Nègre, monté par Caroline Dudley Reagan, épouse d'un attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris, Donald Reagan. La vedette de cette revue est la bombe noire américaine Joséphine Baker, qui se lancera avec succès dans la chanson et triomphera en 1931 avec l'emblématique J'ai deux amours, composé par Vincent Scotto. La création de la Revue Nègre est liée à l'émergence en France de la musique dite de jazz. Elle eut pour cadre le théâtre des Champs-Élysées, qui avait connu déjà des heures de gloire dans les années 1913 à 1917 avec les ballets russes, et qui avait cherché un second souffle, le public parisien, très exigeant, ayant besoin de nouveautés. L'idée de cette revue revient essentiellement au peintre Fernand Léger, qui, depuis longtemps, était très marqué par l'art africain traditionnel, tout comme Apollinaire, Marc Jacob et Picasso, et suggéra à André Daven, le directeur artistique du théâtre, la création d'un spectacle entièrement joué par des Noirs. C'était une gageure, mais ce fut un immense succès. La troupe, composée à New York, était constituée de 13 danseurs et de 12 musiciens, dont Sidney Bechet, et bien évidemment de Joséphine Baker, qui commença alors sa fulgurante carrière et épousa littéralement la France. Après son triomphe de 1931, elle enchaîna les succès, devint l'égérie des cubistes et participa à la Renaissance de Harlem, un mouvement d'abord littéraire, puis politique, qui prônait l'émancipation des Noirs américains. Lorsque la guerre éclata, elle se mit aussitôt au service de la France, et après l'appel du 18 juin, elle rejoignit l'Angleterre et sous couvert de tournée, elle parcourut le monde et devint agent du contre-espionnage pour la résistance. Elle acheminait des documents top secrets dans son soutien-gorge. Elle sera affectée à l'état-major général de l'air en 1944 avec le grade de sous-lieutenant et elle recevra la médaille de la Résistance à la Libération et plus tard la Légion d'honneur et la Croix de guerre. C'est pour toutes ces raisons qu'elle entre au Panthéon en novembre 2021. Elle fut seulement la 6e femme à être intronisée dans cette vénérable institution républicaine. Hal Brown adorait chanter et danser, s'éclata dans la Revue Nègre, et il se hissera alors au niveau des plus grands. Hal demeurait, avec Joséphine Baker, un symbole pour ce monde du succès et de la fantaisie, écrira fort justement Eduardo Arroyo.
Si Joséphine lui mit sans doute le pied à l'étrier dans ce domaine, une seule femme va compter beaucoup pour lui dès son arrivée à Paris et lui donner l'opportunité de réaliser ses projets les plus fous et de faire tout ce qui le passionnait, ce qui nous ramène à Cocteau. Venant de sa province profonde, cette jolie brunette aux mains de fée apparut au cénacle du petit monde artistique de Paris dans les années 20. Apprentie couturière, elle creuse aussitôt son sillon dans ce tourbillon d'art nouveau et d'invention et finit par étouffer l'aura du magicien de la mode, Paul Poiret. Elle s'appelle Coco, Coco Chanel, et devint vite la grande mademoiselle qui dirige désormais son monde de petites mains depuis son fameux bureau de la rue Combon. Elle en repart chaque soir, à l'abri des verres teintés de sa Rolls-Royce noire, et très vite ses vêtements s'arrachent et elle habille de tout Paris et les championnes de tennis. Elle fait et défait la mode, l'argent entre à flot dans son escarcelle, mais elle est généreuse et adore les artistes, et bientôt elle entre dans le club très restreint des mécènes. Elle finance Diaghilev, le créateur des ballets russes, que son ami Missine certes lui a fait connaître, alors que Nijinsky enflamme les planches et elle le sauve du naufrage financier. À l'hôtel de Paris, Coco Chanel partage son temps entre son amant, le duc de Westminster, et son ami Cocteau, dont la réussite littéraire et mondaine suscite la sympathie des uns et le dénigrement des autres. Le poète dépense sans compter, mais néanmoins n'a aucun souci matériel, car mademoiselle Chanel assure. Non seulement elle dessine pour lui les costumes de théâtre, mais elle joue les banquiers, et Cocteau sait qu'il peut toujours compter sur elle. Elle avait été là auprès de lui lorsque la maladie s'abattit sur son jeune ami, l'infortuné Raymond Radiguet, en pleine heure de gloire, après la publication de 2 romans qui deviendront mythiques, Le diable au corps et Le bal du comte Orgel. Elle fait appeler à son chevet son médecin personnel, mais celui-ci avouera son impuissance et il n'y a plus rien à faire. Raymond Radiguet mourra le 12 décembre 1923 et avec quelques autres, Coco Chanel s'efforcera d'aider Cocteau à surmonter cette terrible épreuve. À l'hôtel de Paris, où elle est installée, elle a le don de se fragmenter avec habileté entre le duc de Westminster et son ami déprimé Jean Cocteau. Pour guérir ses angoisses, le poète aura alors recours à l'opium, qu'il ne considérera jamais comme une véritable drogue, rejoignant l'opinion de nombreux artistes de l'époque, comme le grand acteur Michel Simon, qui parlera de merveilleux bien-être, porteur de couleurs merveilleuses et d'une sensation d'invulnérabilité. Coco Chanel s'alarmera bientôt de le voir glisser sur cette pente dangereuse et le pousse à approfondir sa relation à partir de 1926 avec Jean Desbordes, puis avec le séduisant Marcel Kiel, avec lequel il entreprendra son fameux tour du monde. Mais rien, ni personne, ne semble capable de secourir alors Cocteau qui sombre. Après la gloire, c'est la déchéance et l'opium qui sera le sujet du livre qu'il écrivit en 1930, après sa première cure de désintoxication, Opium, journal d'une désintoxication. C'est alors que Kiel et Coco Chanel le conduisirent pour le distraire dans une boîte animée par Suzy Solidor. Chanteuse,
Actrice, romancière, Suzy Solidor avait ouvert en 1933 son propre cabaret, La Vie parisienne, au 13 de la rue Sainte-Anne. En plus des artistes qu'elle recevait, elle se produisait elle-même dans son propre répertoire composé de chansons de marins, à la fois réalistes et poétiques, comme Les filles de Saint-Malo ou C'est à Hambourg, qu'elle chantait en duo avec Édith Piaf. Figure emblématique des années 1930, symbole de la garçonne des années folles, Suzy Solidor apparaîtra même en 1936 dans l'adaptation cinématographique du roman sulfureux de Victor Marguerite, La garçonne, en compagnie d'Arletty et de Piaf. Sa voix grave, quasi masculine, une voix qui part du sexe, dira plus tard Jean Cocteau, son physique androgyne, ses cheveux blonds et sa frange au carré marquaient alors les esprits. La fille aux cheveux de lin, comme on l'appelait alors, interpréta aussi Mon légionnaire et Lily Marlène, puis chantera en 1937 dans l'opéra de Katsu, aux côtés d'Yvette Guilbert. Elle sera pendant 11 ans la compagne d'Yvonne de Brémond d'Ars, la célèbre antiquaire, figure du tout Paris. Puis elle aura une liaison qui fera couler beaucoup d'encre avec l'aviateur Jean Mermoz. C'est donc dans la boîte de nuit de Suzy Solidor, en 1937, que le poète du Potomac, qui, en tant qu'amateur inconditionnel de boxe, avait suivi les exploits d'Al Brown, le rencontra pour la toute première fois. Al Brown s'était réfugié, si j'ose dire, dans ce cabaret très à la mode, après avoir été sévèrement battu en 1935 par l'Espagnol Sanchilli, au terme d'un combat où il avait été drogué, semble-t-il, aux narcotiques, perdant du coup son titre mondial. Il animait le spectacle telle une patineuse honoraire. Al Brown avait été champion du monde de boxe des poids coqs. Or, Cocteau était lui-même un poids coq, maigre, sec, rapide. Ils semblaient être faits pour se rencontrer. Et cette relation singulière, qui allait se nouer très vite entre le poète et le boxeur, ressembla pour Cocteau à un exorcisme pratiqué afin de conjurer les maléfices de la drogue. Mais ce fut aussi certainement un exorcisme pour Al Brown, complètement découragé après son échec. Guidé par Marcel Kiel, aidé par Coco Chanel, Cocteau, nostalgique de surcroît des pugilats black and white de l'élève d'Argelos, ramena donc Al Brown vers les rings comme il avait poussé Satie vers la scène de parade. Il est, écrira-t-il, pareil à la foudre, à la chance, à la colère, à la grêle, à la couleuvre, aux épidémies. Après l'avoir récupéré en pleine dégradation, Cocteau va à présent accompagner son protégé, devenu son ami, vers une cure de désintoxication, et leur relation dépassera bientôt le stade de la simple amitié. Cocteau était fasciné par Brown, qu'il qualifiait de phénomène, et celui-ci aima sincèrement le poète. L'influence de Cocteau sur lui fut incontestablement bénéfique. Alors que le champion déchu avait juré par tous les diables de ne jamais remettre ses gants, Cocteau parvint à le convaincre. Il parvint à convaincre celui qu'il baptisa la libellule noire à remonter sur le ring. Il racontera plus tard.
Me charger d'Al Brown était une preuve de ce que j'avance. Je devinai que sa force n'existait pas seulement dans ses muscles, et je le pris en charge en bas de la courbe. Quand je lui conseillai de renoncer sur le ring, il était une loque humaine. Coco Chanel, la banquière des artistes, aide alors financièrement Al Brown, qui n'a plus un sou vaillant en poche, et Cocteau, qui ne le quitte plus, car il le sait encore fragile. Je me suis attaché au sort d'Al Brown, écrira Cocteau, d'abord parce que Brown me représente le sommet de la boxe, une sorte de poète, de mime, de danseur et de magicien qui transporte entre les cordes la réussite parfaite et mystérieuse d'une des énigmes humaines, l'énigme de la force. Parmi ces soutiens connus, qui ne sont alors pas très nombreux, on peut citer toutefois Jean Gabin, Michel Simon et, évidemment, Joséphine Baker. Quant au milieu de la boxe, personne ne semblait croire vraiment à un retour du champion de boxe déchu. George Peters, dans le monde sacré du ring, souligne cette incrédulité des professionnels. Jean Cocteau venait souvent à Aubigny pour encourager son ami Al, mais dans les milieux sportifs, on ne croyait pas qu'un poète pût redonner la foi à un boxeur. À Al Brown, comme à Radiguet, Desbordes et bien d'autres, il procura une donnée fondamentale, le courage. Pour Al, le courage consistait à remonter sur le ring, et ce ring sera celui de la revanche sur Sanguichilly. Paris gagné, et les combats victorieux succédèrent aux combats victorieux. Jean, tu m'as redonné la vie, tu es l'archange de ma résurrection, se serait crié un jour en public Panama en sautant au cou de Cocteau, ce qui provoqua l'hilarité du poète. Cocteau trouvait amusant d'avoir joué auprès de Brown le rôle que Maritain joua auprès de lui 15 ans plus tôt, lorsque, après la mort de Radiguet, il avait trouvé dans la drogue un moyen de calmer sa lancinante douleur. Il était amusé aussi de se voir comparé à un archange. On sait le rôle essentiel que joua l'ange dans la vie et l'œuvre de Jean Cocteau. Je pense d'abord bien évidemment à l'ange Artebise. Mais s'il était acclamé par la grande majorité du public qui appréciait son courage et son talent, toujours intact d'ailleurs de boxeur, Brown n'en demeura pas moins la cible d'une partie du public qui hurle à chacune de ses apparitions. Poète, danseuse. Ces injures, qui le blessèrent profondément, rappellent les attaques dont Cocteau, son Pygmalion, a été victime toute sa vie. Mais Al Brown était décidément un véritable génie de la boxe, et il resta sourd au quolibet et poursuivit sa brillante carrière. Toutefois, son naturel, Al Brown, était dilettante, ludique, prodigue jusqu'à l'inconséquence, aura peu à peu raison du bénéfice de ses exploits. Al reprit le chemin des boîtes branchées de la capitale. Il aimera toujours se donner un spectacle, que ce soit sur un ring ou sur la scène d'un théâtre ou d'un cabaret. Il maniait la baguette du chef d'orchestre, comme un vrai professionnel. Danser et chanter avec élégance et mesure. Puis, il parlait au public, présentait sa carrière,
ou du moins les avantages de ces entraînements, et se proposait d'effectuer une démonstration rythmée de saut à la corde et de gestuelle à vide. Il quittait son smoking en coulisses, revenait en tenue de sport, jouait de sa lanière de cuir sifflante et invisible, jonglait entre vitesse et légèreté, faisait exhibition de ses virtuosités d'athlète. Les gestes de boxe stimulaient, frôlaient les instruments, surprenaient les musiciens, amusaient le public lorsque le jeu tournait au pastiche maîtrisé. Cocteau avait décelé en Al Brown le Nijinsky de la boxe. Mais le Nijinsky de la boxe se laissait trop vite griser par le succès. En panama blanc et costume gris-perle, il promenait un sourire de dandy entre la roulette de Deauville et son écurie de course à Maisons-Laffitte. Mais c'était un garçon généreux, le cœur sur la main. Sous l'œil de Marcel Griaule et Michel Léris, il n'avait pas hésité à combattre au profit d'une expédition anthropologique, l'expédition Dakar-Djibouti. Imagine-t-on Mike Tyson, en son temps, organisant un match d'exhibition pour l'école des hautes études. Hall était un poème à l'encre noire, un éloge de la force spirituelle qui l'emporta sur la force tout court, écrira Cocteau dans sa préface au livre de Georges Peters. Désormais, le poète et le champion ne se quittaient plus. Il était visiblement très heureux. Cocteau avait déniché une perle rare, qu'il entendait bien cultiver soigneusement, sans trop songer, hélas, aux conséquences. Eduardo Arroyo, dans sa biographie d'Al Brown en 1998, écrivit: le couple Brown-Cocteau entrait plus ou moins consciemment dans l'œil du cyclone de l'opinion publique. Cela a sans doute avantagé Cocteau dans la construction de son personnage, mais nuisait à Brown, qui avait droit aux critiques et aux colibés d'un goût douteux. On l'insultait en le traitant de poète. Il y avait dans ce mot des arrière-pensées. Les relations entre les deux hommes choquaient la morale du public. Pouvait-on réellement devenir champion du monde à 35 ans? Opiumane, musicien, homosexuel et noir de surcroît. Au lendemain de sa victoire sur Sanchili, Cocteau écrivit un poème à la gloire d'Al Brown. Ce texte ne fut pas édité et resta à l'état de manuscrit. La feuille, trouvée dans les papiers de Cocteau après sa disparition, fut aimablement transmise par Édouard d'Hermite à M. Pierre Kézergue. Voici donc ce poème intitulé La Balance. Contre la haine, l'ombre et le jeu des rapines, le calme, le destin, la couronne d'épines, la franchise, la danse et le choc du départ. Le ratier, à la fin, s'attaque au léopard. La rage de l'échec, la victoire factice et le couronnement final de la justice. D'un côté, le désordre et l'altercation, et de l'autre, l'instinct de conservation. Cet instinct, sous sa forme humaine la plus haute, victorieux du mal, du noir et de la faute. L'âme blanche de Brown, calculante et dansant, une danse de mort, de vengeance et de sang.
Al Brown sortit vainqueur par la force des règles, car les vautours seront les victimes des aigles. Le ring, environné de tombes et d'amis, et cet homme debout, parce qu'il a promis. Un sang pur racheta le drame de Valence, et la légèreté fit pencher la balance. 9 victoires de rang entretiennent tous les espoirs de Brown pour l'avenir. Il faut remettre 2 fois par an son avenir en jeu, disait Arthur Cravant, le poète précurseur du surréalisme et boxeur comme lui. Al Brown en est persuadé, et à chaque nouveau combat, il entendait bien remettre son avenir en jeu. Mais ses ambitions sont démesurées. Cocteau, celui qui sans doute le connaît le mieux, commence à douter. Il voit ce que personne ne voit. Il le voit peu à peu décliner. Et Brown subira son unique défaite par KO devant le futur champion du monde, Harry Geffrard, en avril 1937 à New York. Effrayé, et parce qu'il tenait à lui, il lui ordonne alors de raccrocher dans une supplique publiée par Paris Soir le 5 avril 1938 et reprise dans une lettre ouverte à Al Brown. Tu m'avais promis de reconquérir ton titre, et je t'avais promis de t'aider jusqu'au bout dans cette étonnante entreprise. La chose est faite. Profite de ton triomphe. N'imite pas les vedettes qui se prolongent et qui s'accrochent. Après la merveille de cette revanche, donne au monde l'exemple d'un homme qui laisse la place aux jeunes. Certes, je serai le seul à te dicter cette conduite, mais je te la dicte sans passion, puisque j'ai joué mon rôle et qu'une chute ne saurait m'atteindre. Offre ce coup de théâtre extraordinaire. Un poète voulut qu'un boxeur redevint champion du monde. Redevenu champion du monde, l'entreprise cesse. Une dernière rencontre. Angelman. Je te le demande, je te le conseille. Il faut quitter la boxe, crois-moi. Le milieu sportif te dira de poursuivre et de vaincre encore. Il se trompe. Jamais personne n'accepte de sortir à la bonne minute. Sois un sage, n'imite personne, sors de scène. C'est mon dernier conseil. Al Brown, se sentant lui-même au bout du rouleau et envisageant d'autres lumières, music-hall et jazz band, suivit son conseil. Et il se retira le 13 avril 1938 à Paris, refermant le livre de ses exploits sur 123 victoires, dont 55 par KO, 18 défaites et 10 nuls. Mais, comme le prévoyait Cocteau, cette décision provoqua un véritable tollé dans le milieu de la boxe qui contesta rageusement son analyse. Comment un poète pouvait-il comprendre quelque chose à la boxe et comment pouvait-il oser se mêler de ce qui ne le regardait pas? Et aussitôt la polémique s'enfla dans toute la presse sur la pertinence et la légitimité même de cette retraite d'un champion obéissant au bon vouloir d'un poète mondain, ignare en matière de sport. Le fondateur de l'auto, ancêtre de l'équipe, Henri Desgranges, renvoyant le poète à son univers dans un édito intitulé « De quoi se mêle-t-il ?» distillait un lamento jaloux, un dépit à la mesure de l'immense et ambivalente passion d'amour-haine qu'avait suscité Brown à Paris. Ne pensez-vous pas que nous tous, nous avons des droits sur ce boxeur? Depuis combien de temps l'avez-vous pris sous votre aile? Laissez-moi vous dire que son intérêt, le vrai, le seul, est de boxer encore bien longtemps.
Cocteau, qui pourtant ne se mettait pas souvent en colère, faillit s'étouffer d'indignation à la lecture de cet article, mais crut plus sage de ne pas répliquer. Al Brown quitta le ring au moment de cette année 1938 où les rumeurs de guerre se répandaient partout, au moment même où le jeune Marcel Cerdan, figurant des combats d'encadrement lors des adieux de Panama, était aux portes de la renommée. Peu de temps après, Cerdan rencontrait Édith Piaf, et l'on connaît la belle histoire d'amour qui allait naître entre eux. Pourtant, pour Jacques Marchand, historien du journaliste sportif et créateur du Tour de France de l'Avenir en 1961, et qui fut un ami de Marcel Cerdan, s'il y a eu, bien sûr, Piaf auprès de Cocteau, je n'ai aucun exemple d'aucune intervention aussi forte et formelle que celle de Cocteau sur Brown. En octobre de cette même année 1938, eut lieu, au Théâtre de l'Œuvre, la première des Chevaliers de la Table Ronde. Le jeune Jean Marais, que Cocteau avait remarqué lors d'une audition des élèves de Raymond Rouleau pour Oedipe Roi, y tenait le rôle du Galahad et entrait dans la vie de Cocteau. Mais celui-ci n'en reste pas moins toujours lié à Brown, qui remportait un certain succès dans un numéro de fantaisie à Medrano. À Medrano, où il croisa Charles Trenet, débutant sa carrière de chanteur en solo dans un spectacle de music-hall. N'aimant pas son visage poupin, le fou chantant eut alors l'idée de se crêper les cheveux, de visser sur sa tête un chapeau de feutre mou rabattu en arrière, et de planter un œillet rouge à la boutonnière de son complet veston bleu. Après Medrano, Al Brown se produisit dans la caravane du cirque Hamar. Sous la protection de Cocteau, il y faisait l'Arlequin. Un soir, après le spectacle, Arlequin est abordé, non pas par Colombine, mais par un petit bout de femme, toute vêtue de noir, et à la silhouette gracile, qui commençait à s'imposer sur toutes les scènes parisiennes. La môme Piaf, Édith Piaf. Visiblement émue, la chanteuse à la voix saisissante qui deviendra une immense vedette de la chanson française, le regarda droit dans les yeux et lui fit part de son admiration pour sa performance de danseur. Mais elle le connaissait aussi en tant que boxeur et elle l'encouragea à poursuivre sa carrière dans ce milieu difficile qu'elle connaissait bien. Ce fut la naissance d'une grande amitié qui resta solide même dans les moments les plus dramatiques pour lui. Al et Édith avaient un dénominateur commun. Ils étaient proches de Cocteau, qui écrivit spécialement pour elle Le Bel Indifférent, qu'elle interpréta en 1940 avec succès aux côtés du fantaisiste de cabaret Paul Meurice, son compagnon du moment. L'avenir leur apparaissait radieux à tous les trois. Cependant, des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon. Nous sommes en 1939. La France rappelait ses réservistes. La mobilisation est alors sur toutes les lèvres. Mais la mobilisation n'est pas la guerre, comme disait déjà le président Raymond Poincaré en 1914. À ce moment-là, Cocteau et Jean Marais sont à Saint-Tropez, le petit port de pêche immortalisé par le peintre Signac, qui voit de plus en plus débarquer des artistes de renom, comme Maurice Chevalier et Mistinguett. À Saint-Tropez, on est loin des mauvaises nouvelles. Puis, brusquement, on est rejoint par la réalité, la sombre réalité, même si l'on ne croit pas à la guerre.
Simple pression diplomatique, pense-t-on. C'est le début de ce que l'on nommera la drôle de guerre. Jean Marais sait que son devoir l'appelle. Il a reçu son paquetage et ses vêtements militaires. Avant de rejoindre les chemins misérables de l'Exode, il a reçu un beau cadeau de Coco Chanel. Elle sera sa marraine de guerre, et même celle de toute sa compagnie. Dès le premier mois de la guerre, elle a fermé boutique, ayant suffisamment d'argent devant elle. Son explosif parfum, le numéro 5, lui assurait de très confortables revenus. En attendant des jours meilleurs, elle fuit Paris, l'incertitude des combats lui conseillant la prudence. Elle n'y reviendra qu'après la signature de l'armistice. Quant à Al Brown, lui qui aimait la France et comptait y poursuivre une carrière de danseur et de chanteur, sent bien qu'il lui faut partir. Mais il hésite. Il en parle à Cocteau. Celui-ci sait bien quel danger représentait pour Brown de rester en France, car personne n'ignore alors que le régime nazi est raciste et que le nouveau régime en France est à ses bottes. La gorge serrée, il lui intime l'ordre de partir comme il lui avait ordonné d'abandonner la boxe en 1938. Al Brown ne peut retenir ses sanglots et se jette dans les bras de celui qu'il considère plus comme un père que comme un amant, et il se résout donc à reprendre le paquebot pour les États-Unis. Son cœur était serré. Il s'enferma dans sa cabine durant tout le voyage pour ne voir personne. Il faisait chaud. Jamais il n'avait eu si chaud. Ses deux hublots étaient ouverts, mais pas un souffle d'air n'entrait. Allongé nu sur sa couchette, il songeait à ses escapades avec Cocteau sur les plages de Deauville, où ils se baignaient ensemble, indifférents au regard des autres. Il se rappelait le rire frais du poète quand il s'étendait à ses côtés sur les dunes, dans les pins sauvages. Et dire que l'on prétendait que Cocteau était toujours triste et angoissé. Bien au contraire, il était joyeux, s'amusait, aimait rire. Et comment ne pas partager son enthousiasme quand on était avec lui? Nous hurlions de rire ensemble, écrira Jean Marais, et ces rires se prolongeaient, reprenaient de plus belle et nous brisaient les côtes. Tout cela, c'était l'été dernier. Et pourtant, il y avait 1000 ans, tant cela lui paraissait loin. Ah, c'était déjà dans un autre monde. Il continuait de rêver, quand soudain quelqu'un vint frapper à la porte. Il n'eut que le temps de remettre vivement son short. Tel un volcan, le capitaine avait fait irruption dans la cabine et lui dit en un tremblotant et doucereux murmure: « Monsieur Brown, pardonnez-moi de ne pas vous avoir accueilli moi-même avant le départ, mais j'ignorais votre présence. On ne m'a même pas prévenu. Je suis très honoré et je vais immédiatement vous faire aménager une cabine plus confortable. » Brown déclina l'offre et lui précisa qu'il ne voulait pas être importuné et qu'il voyageait incognito. Le capitaine ressortit et Brown se laissa tomber sur sa couchette et éclata en sanglots. Il eut à cet instant le pressentiment confus qu'il ne reviendrait plus en France. Il s'installa à Harlem et tenta sans succès de trouver du travail dans un cabaret, mais en vain. Alors, pour vivre, à contre-cœur, il finira par remonter sur le ring
et ceci jusqu'en 1942, tentant son succès d'obtenir le titre de champion panaméen poids-plume le 30 août 1942 face à Leocadio Torres. Il achèvera sa carrière le 4 décembre 1942 au Panama après une victoire contre Kid Fortune en 10 rounds. Ce sera son 120e et dernier combat. Il prit ensuite sa retraite, mais peu de temps après, il est arrêté pour avoir consommé de la cocaïne et déporté pendant 1 an. Il retournera ensuite à New York et servira de sparring partner dans un gymnase à Harlem pour $1 par round. Mais sa santé est alors de plus en plus chancelante. À plusieurs reprises, il est hospitalisé. Les dernières années d'Al Brown furent sans doute les plus pathétiques, comme le sont d'ailleurs celles de ces champions noirs américains adulés ou abhorrés dans la gloire et renvoyés si vite à l'oubli après leur chute. Son nom avait pourtant brillé dans la lignée des seigneurs de la boxe, portant l'insolence de leur victoire jusque dans les fastes provocateurs d'après-match. Il y eut Jack Johnson, Al Brown, Joe Louis, Ray Robinson, parmi ces pionniers qui surent transmuer la brutalité en art. Leurs successeurs et disciples, Ali, Léonard, apprendront à mieux gérer leur talent, leur gloire et leurs recettes. À 45 ans, de ses fortunes et en flamboiement, il ne restait à Brown que le souvenir de 3 costumes et d'un smoking conservé précieusement dans sa chambre miteuse au plus profond de Harlem. Il vivait en faisant la plonge, comme à ses 20 ans, au même endroit, en s'exhibant, probablement parfois dans quelques cabarets de bas étage. Mais il n'était pas amer. Il avait été si heureux. Il avait connu l'amour et il continuait à aimer, distribuant le peu d'argent qu'il parvenait encore à gagner à plus pauvres que lui et aux enfants orphelins. De rares combats dans les arrière-salles, dont on imagine le climat, ont ponctué ces années de chute jusqu'en 1948. Ensuite, il sembla décrocher, comme si plus rien ne le retenait. Cigale jusqu'au dernier jour. L'argent qu'il ne distribuait pas, il préférait le jouer à la loterie ou aux jeux des clubs de pauvres, plutôt que d'améliorer ses repas, si bien qu'il transita de la minceur à la maigreur maladive. Sa silhouette fantomatique a peut-être croisé celle du futur Malcolm X au Smalls Paradise, bar pittoresque du Harlem de tous les trafics. Ce dernier, jeune ambitieux, y a fait ses classes comme serveur et délinquant. Le premier, vivant de souvenirs, il traîna longtemps ses quintes de toux et sa voix souffreteuse, paralysée de la partie droite du corps. C'est ce vieil homme avant l'âge que des policiers ramassèrent un matin au coin d'une rue de Broadway, affalé sur un tapis de bouteilles. On le crut vivre, il était dans le coma, en phase avancée de tuberculose. Il ne lui restait plus que 4 mois à vivre. En France, Cocteau est désespéré en apprenant la déchéance de sa libellule noire. Il lui rend visite à plusieurs reprises et tente bien de le récupérer, comme il l'avait fait à Paris en 1937. Mais il était trop tard. L'annonce de sa déchéance avait ému quelques journalistes qui jadis couvrirent ses plus belles prestations.
l'idée d'une levée de fonds fut engagée, dans l'espoir de le ramener à Paris pour ses derniers jours, comme il avait toujours rêvé. Cocteau et Marais, Coco Chanel, Édith Piaf et quelques autres s'y employèrent avec énergie. Mais le rêve s'éteignit trop tôt. Loin de tout exhibitionnisme médiatique, Heilbronn mourant, en plus de celle de Cocteau, reçut quelques visites, dont celle de boxeurs français de passage à New York, aussi désintéressés que respectueux du maître déchu. Marcel Cerdan, accompagné de Jean Valcras, d'Anna Laurent et de Burston. Un jour, un beau jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux noirs se présenta à lui. Il était médecin de nationalité française et s'était installé à New York après avoir épousé une américaine. Il s'appelait Michel. Michel Malon. C'était le petit garçon roubanien de 14 ans qu'il avait acclamé à Marseille 18 ans plus tôt lors de son match contre Kid Francis. On imagine l'émotion de Brown et la joie mêlée de tristesse de Michel, constatant l'état de santé de son idole. Michel Malon participera aux frais de funérailles de l'ancien champion qu'il avait tant fait rêver. Il deviendra dans quelques années le médecin personnel de plusieurs artistes et hommes politiques connus, dont le sénateur John Kennedy, futur président des États-Unis. Parmi les visites qui touchaient le plus Hall, il y avait bien évidemment celle de Cocteau, qui témoignera. Je l'ai revu à Harlem tout juste avant sa mort, solitaire dans un hôpital de New York. Il n'éprouvait aucune amertume de l'oubli où tombent les vedettes. Il suivait à la télévision les combats des nouveaux boxeurs. Il les jugeait avec noblesse. Il tenait Cerdan en haute estime. Maintenant, Heilbronn est une sombre fumée dans quelques mémoires. J'ai été heureux de constater que le journalisme sportif de France ne l'oubliait pas et de conserver sa place d'étoile au ciel des exemplaires uniques. Heilbronn s'éteignit le 11 avril 1951 sur son lit d'hôpital à Staten Island, près de Harlem. Cocteau est bouleversé en apprenant sa mort. Le poète n'était pas au mieux de sa forme, en dépit de ses succès au cinéma avec La Belle et la Bête, Les Parents terribles et Orphée, et au théâtre avec L'Aigle à deux têtes. Sa tragédie, l'incommensurable tragédie de Cocteau, avait été, durant les années sombres de la guerre, de perdre, sans pouvoir rien faire, plusieurs de ses amis, souvent jeunes, dont Marcel Gill, son compagnon du tour du monde, tué sur le front des juin 1940, l'aviateur Roland Garros, tué dans un combat aérien en octobre 1918, et à qui il dédia le cap de Bonne-Espérance, Jean Desbordes, qui mourut sous la torture de la Gestapo, et Marc Jacob, également victime de la barbarie nazie. Cocteau avait mal supporté de ces épreuves. Sa souffrance intérieure et sa révolte se lisaient de plus en plus sur son visage. En 1952, il composera l'un de ses chefs-d'œuvre en matière de poésie, Appoggiature, une série de poèmes en prose dans lesquels l'amour absurde dissimule une réalité sinistre et tragique. La fatalité, l'implacable fatalité, est sous-jacente dans chacun de ces textes qui révèlent son état d'esprit dans les années 50 et qu'il écrivit dans les mois qui suivirent la mort d'Heilbronn, sans doute sous le coup de l'émotion.
C'était la fatalité. Nous n'y pouvons rien, disait-on autour de lui. Et force est de le constater. La fatalité. On ne peut absolument pas s'y opposer, comme l'on peut s'opposer à la mort. La mort, toujours présente chez Cocteau, après la disparition successive de tous ceux qu'il aimait, la mort que l'on retrouve en filigrane dans ce recueil. En définitive, que fut réellement Panama Albaum? Un Nijinsky noir de l'Upercute, le fakir du ring aux élégances désenchantées, un artiste complet aux multiples facettes, le chaînon manquant entre Arthur Cravant et Jean Genet. Un peu de tout cela sans doute. Au fil d'une vie résonnant du bruit mat et osseux des cartilages écrasés. Mais ce fut surtout un grand gosse enthousiaste, sans malice ni la moindre méchanceté. Un grand gosse terriblement attachant, qui n'était pas poète, certes, mais qui aurait mérité de l'être. C'est en tout cas ce que pensait Cocteau, qui disait « Hall est un enfant. Il est naïf, crédule, gai, fantasque. » Et j'ajouterai qu'il possédait l'amour du cœur que l'enfant est le seul à posséder encore. Je vous remercie.